Du coup, bonjour à tous ceux qui sont présentiels et bonjour à toute la team LIFA qui est en ligne. Aujourd'hui, donc, le pôle du CDFAS, le pôle athlé, vous présente une intervention de diététique qui sera la première, on espère, une longue série. Le thème du jour, du coup, ça va être l'introduction à la nutrition dans ses grandes largeurs, c'est-à-dire l'introduction à l'équilibre alimentaire. Et c'est Elliot Robineau que je vais laisser se présenter, qui est un ancien athlète lui-même, qui est en études de nutrition. D'accord, et je te laisse te mettre en pleine face cam et puis te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc comme Clément l'a dit, je m'appelle Elliot Robineau, je suis étudiant en BUT Génie biologique, parcours diététique et nutrition. C'est un super beau nom pour dire qu'on étudie tout ce qui touche à l'alimentation. Pour faire plus simple, je suis un ancien athlète, j'en ai fait pendant 6 ans, je crois. Ce soir, je suis là pour vous faire une intervention. Je vous dis, c'est pas un cours théorique, vous allez juste écouter, prendre des notes. Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai des questions à vous poser, vous pouvez donner vos avis, réagir, etc. L'idée, c'est qu'on échange. Peut-être que je réponde à vos potentiels préjugés ou autres sur l'alimentation, des choses que vous avez entendues sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, etc. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on échange. Et on va commencer donc, juste par introduire ce que c'est l'alimentation en général, ses concepts et autres. Parce que par la suite, on a prévu d'autres interventions. Et c'est bien d'avoir ces bases-là justement pour comprendre la suite, où ça ira plus spécifique sur comment préparer sa compétition, son entraînement et autres, la récupération et j'en passe. Donc voilà, ce soir on se fait les bases pour commencer. Donc au programme, on va d'abord voir les bases de l'alimentation, les concepts, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle concrètement. Et après, on va voir comment avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Je pense que vous allez pas mal étonner de ce que c'est avoir une alimentation équilibrée. Beaucoup de personnes s'en font une vision très archaïque, alors qu'en réalité, au final, c'est pas vraiment ça. Donc voilà l'objectif, découvrir les bases de l'alimentation. Première question, est-ce que vous pouvez me donner les 3 nutriments essentiels à l'alimentation ? Est-ce que quelqu'un sait Lipides. Ouais, lipides. Protéines. Ouais. Comme vous voulez. Oui. Ouais, les glucides, il en manque un. Protéines. C'est ça. C'est les 3 nutriments, c'est la base de l'alimentation. C'est les fondements, c'est ce qu'on a dans notre corps, c'est ce que notre corps utilise au quotidien. Donc on va commencer, on va voir un peu plus en détail ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que notre corps en fait, pourquoi, comment, où est-ce qu'on en trouve, etc. Les protéines, c'est des éléments biologiques qui constituent l'ensemble des tissus musculaires de notre corps. On en retrouve de 2 sortes, animales et végétales. À votre avis, est-ce que les protéines, elles servent à donner de l'énergie au corps, au cours de l'effort, de la journée, quand on travaille ou autre ? Ouais, vous pensez ? Non, même pas. Non ? Oui, non, partagez ? Ok, la bonne réponse c'est non. Ça ne donne pas d'énergie, c'est pas notre source d'énergie. Il n'y a qu'un seul cas où ça peut servir d'énergie, mais le jour où vous êtes dans cet état, il faut vraiment s'inquiéter, c'est le jour où en fait vous n'avez plus du tout de glucides ni de lipides dans votre corps. Votre corps il va aller chercher dans vos muscles, donc ça veut dire qu'il va dégrader vos muscles pour faire de l'énergie à partir des protéines. Donc ça veut dire que vous perdez en masse musculaire, etc. Ça augmente les risques de blessures et autres. Mais ça arrive extrêmement rarement. C'est plus chez des gens qui ont des maladies ou autres, des maladies graves. Normalement, ça ne vous arrivera jamais. En tout cas, je vous le souhaite. Donc là, c'est à peu près toutes les familles d'aliments où on peut retrouver des protéines. On a évidemment le poulet. On en pense, c'est un des premiers aliments auxquels on pense. On a aussi l'œuf, qui est un aliment protéiné super intéressant. Il faut savoir que les protéines, c'est composé de sous-petits éléments qu'on appelle les acides aminés. Et l'œuf est le seul aliment qui les contient tous
donc c'est un peu le super aliment protéiné, si on veut le simplifier comme ça. Il y a tout ce qui est yaourt, fromage blanc, skyr, faisselle et autres, qui contiennent aussi pas mal de protéines. On a aussi tout ce qu'on peut retrouver dans la famille des légumineuses. Je ne sais pas si vous voyez forcément ce que c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots plats et autres. Ça rentre dans cette famille-là. On a le soja, bon là c'est représenté par du tofu, mais c'est toute la famille du soja en général. Très bonne source de protéines végétales. Le poisson évidemment, la viande rouge et aussi le lait, ça en fait partie. Les glucides, c'est le même équivalent que l'essence pour une voiture. Une voiture sans essence, elle ne fonctionne pas. Vous, sans glucides, vous ne fonctionnez pas non plus. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit en cours, chez vous ou autre, vous avez besoin de glucides. C'est votre source d'énergie, c'est primordial. Et comme pour les protéines, on en retrouve de deux formes. On retrouve des glucides simples, mais aussi des glucides complexes. Est-ce que quelqu'un connaît aussi les autres noms des glucides simples et complexes? On les appelle aussi d'une autre manière dans le langage courant. Ouais. Sucre lent. Ouais, c'est ça. Sucre lent, pourquoi? Parce que ça fait monter votre taux de sucre dans le sang de manière plus lente et plus longue dans le temps aussi. Donc ça a un effet rassasiant et ça apporte de l'énergie sur une longue période. Alors que les glucides simples, en fait, c'est un peu l'inverse. Ça monte très vite votre taux de glucides dans le sang, mais ça le redescend aussi très vite. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les deux sont très utiles. Les glucides simples ont leurs intérêts, surtout chez le sportif, par exemple avant un effort. Ça peut donner une bonne dose d'énergie avant de faire son épreuve, donc ça peut être très intéressant à ne surtout pas diaboliser ou exclure par exemple de votre alimentation. Est-ce que vous pouvez me donner des aliments sources de glucides? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Les pâtes, non? Ouais, les pâtes ça rentre. Les bonbons. Ouais, les bonbons ça peut marcher aussi. Glucides simples. Du riz. Ouais, le riz ça marche aussi. D'autres idées? Pommes de terre. Ouais, les pommes de terre ça marche. Donc on retrouve plein d'aliments qui peuvent être sources de glucides. Les fruits et les légumes, enfin plutôt surtout les fruits en fait. Très bonne source de sucre simple avant l'effort, c'est vraiment pas mal, ça peut être très intéressant dans votre alimentation au quotidien. Les pâtes, un grand basique je pense que vous connaissez forcément très bien. Le riz, patates douces, pommes de terre, le pain aussi, le pain qui est souvent diabolisé mais en fait c'est aussi une bonne source de glucides. Surtout le pain complet, glucides complexes, donc ça donne de l'énergie dans le temps. Tout ce qui est produits céréaliers, type blé, avoine, orge aussi, c'est pas mal. Le sucre blanc, évidemment, ça aussi, ça fait partie des basiques. Glucides simples, pic d'énergie avant l'effort, hyper utile. Et aussi tout ce qui est légumineuse, on en a parlé juste avant pour les protéines, mais ça a aussi une très bonne quantité de glucides. Donc ça peut être aussi pas mal intéressant s'il y en a qui sont végétariens ou autres. Ça peut être pas mal. Là, petite question, juste pour que vous vous rendiez compte de l'importance qu'ont les glucides dans votre alimentation. Est-ce que vous pourriez donner un ordre d'idée du grammage de glucides qu'a besoin un sportif de votre niveau qui pèse 90 kg, qui a 20 ans et qui fait 1m85. Vous pouvez donner à la louche, à vue d'œil. Est-ce que quelqu'un a une idée? 1600 grammes? Non, Beaucoup, 1600 grammes de glucides. 250, 300. 250, 300, c'est un peu faible. C'est plus. C'est que 600, 260. Non, c'est plus. C'est un peu moins. un peu moins de 600. Ouais, c'est un peu moins de 600. 550. Ouais, j'ai entendu 500, c'est 516. Ouais. 516. Pour que vous rendiez compte, 516 grammes de glucides, ça représente 800 grammes de pâtes. Donc c'est énorme la quantité dont un athlète, donc à 20 ans qui fait 90 kg, 1m85, a besoin. Évidemment, cette donnée-là n'est pas fixe. Ça veut dire que notre voisin de droite, il n'aura pas forcément besoin de 516 grammes.
comme notre voisin de gauche en aura peut-être besoin de plus. Ça s'adapte en fonction du poids, de l'âge et de la taille, et du sexe aussi. Une femme forcément n'a pas besoin de la même quantité qu'un homme. Et donc voilà, 560 grammes c'est vraiment beaucoup. Maintenant on passe aux lipides. Les lipides c'est ce qu'on appelle plus communément le gras. C'est des petits éléments qui jouent un rôle dans la construction du corps et dans le métabolisme énergétique. Donc ça veut dire toutes les réactions chimiques qu'il y a dans notre corps qui permettent de produire de l'énergie. Il faut savoir que les lipides, dans l'ordre de consommation dans le corps, notre corps il va d'abord utiliser les glucides en source d'énergie pour fonctionner. Et quand il n'y a plus de glucides, en fait il passe aux lipides. Et les lipides c'est une super source d'énergie au quotidien. Est-ce que vous avez des aliments sources de lipides? Ouais. Top. Ouais. Ouais, tout ce qui est noix, amandes et autres. La charcuterie, ouais, mais c'est pas de très bons lipides, on va dire. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Donc, dans les aliments riches en lipides, on retrouve le saumon, et ça va aussi pour tout ce qui est poisson gras, le thon, ça peut l'être, tout ce qui est maquereau, sardines et autres, s'il y en a qui sont amateurs, c'est pas mal. Le beurre de cacahuète aussi, ça marche très bien. Si aussi il y a des amateurs, ça marche pour noix de cajou et autres. Hein. Les œufs aussi, une bonne source de lipides. L'avocat, aussi intéressant. Tout ce qui est noix de cajou, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, etc. L'huile d'olive, huile de tournesol et huile de colza, c'est les trois huiles qui sont recommandées en fait dans la littérature. C'est les trois huiles qui sont à favoriser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas consommer les autres. Ouais. Les lipides, du coup, c'est bon ou c'est pas bon à consommer? C'est bon. C'est bon parce que quand tu vas sur ton entraînement, on prend un entraînement qui fait 2 heures par exemple. Au bout d'une heure, 1 heure et quart en fonction des personnes, tu n'as plus de glucides. Dans tes muscles, il n'y a plus de glucides. Ça veut dire que si tu n'as pas de lipides derrière, qui est le deuxième élément consommé, en fait tu tournes dans le vide. Tu vas creuser dans tes muscles, etc. Ton sang il peut s'acidifier, etc. Tout ce qui est crampes, maux de tête et tout, ça peut les amplifier. Du coup, les lipides, c'est absolument pas à bannir comme on peut l'entendre dans plein de magazines, sur les réseaux et autres. C'est pas à bannir. Mais par contre, il faut savoir choisir ses lipides. Justement, comme je l'ai dit, la charcuterie, tu vois, c'est pas top comme lipides. Tout ce qui est dans les produits transformés, tu vois, gâteaux et autres, c'est pas top non plus. Le chocolat aussi, ça peut rentrer dans des lipides qui sont intéressants. Forcément pas la tablette de chocolat, on s'entend, mais quelques carreaux, ça peut aussi rentrer dans votre alimentation. Donc ouais, en fait, il faut savoir bien les choisir. Tout ce qui est hyper transformé, charcuterie et autres, c'est pas idéal. Pour encore une fois appuyer le fait que c'est une excellente source d'énergie, est-ce que vous savez me dire pour combien de calories il y a dans 1 gramme de lipides? Ah la louche. 1000 ça fait beaucoup. Dans 1 gramme. 16. Non, c'est moins. C'est un tout petit peu moins de 10. 9. C'est 9. C'est 9. Alors que, à contrario, par exemple, pour les glucides, 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Donc ça apporte beaucoup plus d'énergie. Et c'est ce qui favorise souvent la prise de poids aussi. Parce que donc ça fait pour 1 gramme de lipides, en fait, on peut manger 2 grammes de glucides. Donc en fait, les lipides apportent beaucoup d'énergie et c'est le surplus énergétique qui fait qu'on prend du poids. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la balance énergétique. Si vous voulez, dans cette main-ci, c'est votre poids et ici, c'est ce que vous mangez. Forcément, si vous mangez plus, votre poids il monte. Si vous mangez moins, votre poids il baisse. Donc, c'est sûr qu'un excès de lipides au quotidien, ça fait monter votre total calorique et donc, c'est dans le sens, et donc votre poids forcément il augmente. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un peu vitamines et minéraux. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, à part, je suppose, les grands classiques, hein, vitamine C, vitamine D.
Mais pour les sportifs, ça a beaucoup d'intérêt. Donc les vitamines, c'est des substances qui sont indispensables. Elles jouent tout un tas de réactions dans le métabolisme énergétique, donc toutes les réactions chimiques qu'il y a dans votre corps pour produire de l'énergie, pour aussi transmettre le message nerveux jusqu'à vos muscles, pour dire que là, à ce moment-là, il faut se contracter. Voilà, métabolisme énergétique. Ça joue aussi un rôle dans la santé des différents tissus musculaires, pour la peau et autres. Et ça joue aussi un rôle dans le passage du message nerveux. À votre avis, combien il y a de vitamines? Est-ce que quelqu'un saurait me les donner? Personne n'a d'idée? Vitamine D. Ouais, il y a la D. Mais on dira. Mais il y en a plus de 4. Il n'y a pas 6. Ah, monsieur est trichant. Il y en a 5. 6. Ok, mais moi je sais pas compter. Il y en a 6. Il y en a également une en plus, c'est la vitamine H, mais en réalité on en consomme peu et elle a entre guillemets un rôle moins important que ces vitamines ici présentes. Maintenant, une des vitamines aussi qui joue un énorme rôle dans votre santé, c'est la vitamine B. Est-ce que quelqu'un sait combien de vitamine B il y a? Oui, non, c'est ok. 6, 8. 8. Ok, pour la vitamine B, ils ont été hyper fourbes parce qu'ils n'ont pas numéroté dans un ordre logique. On a la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. C'est tout un tas de vitamines qui jouent notamment des rôles au niveau de la contraction des muscles pour certaines, le passage du message nerveux aussi. Hein, je ne vous l'apprends pas, plus votre message nerveux il passe vite jusqu'à vos muscles, ça peut jouer un très fort rôle sur votre départ par exemple. Donc on va voir un peu plus en détail à quoi elles servent. Donc elles sont super importantes, un rôle dans le métabolisme énergétique, ça lutte contre le vieillissement cellulaire, on va en parler juste après. Ça sert aussi au transport de l'oxygène, ça permet voilà, d'oxygéner en plus grande quantité vos muscles et aussi encore une fois le passage du message nerveux. Une petite mention spéciale entre guillemets à la vitamine A, C et E qui ont un rôle antioxydant. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un rôle antioxydant? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, une vitamine antioxydante, ça, comme son nom l'indique, ça empêche l'oxydation d'une cellule. En gros, les cellules dans vos muscles, elles s'abîment au cours de l'effort, au cours de la vie entière en fait. Elles s'abîment et tout ce qui est antioxydant, ça va ralentir justement ce vieillissement. Ouais. En gros, ça veut dire que, pour faire simple, ta cellule, elle s'abîme. Elle finit par vieillir et par mourir à la longue. Et si elle est, entre guillemets, pas entretenue par ces vitamines, ça peut favoriser un risque de blessure. Parce que du coup, tu as une accumulation de cellules abîmées et ça peut, par exemple, tu peux te faire un claquage en fait. Parce que voilà, tes cellules sont vieilles, sont plus fragiles. Et des fois, quand tu tires dessus, hop, ça pète. Et certaines blessures arrivent comme ça. Tout ce qui est claquage, blessures au niveau du tendon aussi, ça peut arriver. Donc en fait, ces vitamines-là, elles vont lutter contre le vieillissement et essayer de les garder au maximum en bonne santé. C'est pas non plus des vitamines qui ont un super pouvoir. Elles vont pas empêcher que ta cellule se vieillisse. Ça va juste ralentir le vieillissement. Tout ce qui est minéraux, vous en avez sûrement, forcément en tout cas entendu parler, avec le calcium par exemple. C'est des éléments qu'on retrouve partout dans l'alimentation. Encore une fois, ça sert au passage du message nerveux. Il y en a beaucoup qui servent à ça. À la santé des os et à la régulation aussi du rythme cardiaque, notamment avec le sodium. Qu'est-ce que vous connaissez comme minéraux? Magnésium. Ouais, magnésium. Fer. Ouais, le fer. Zinc. Calcium. Calcium. Potassium. Potassium, ouais. Est-ce que vous pensez que vous les avez tous? Non, pas le silicium. Donc on a le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore, le potassium,
le sodium, le soufre, le zinc et le manganèse. Je vous l'accorde, le manganèse est très peu connu, mais, comme le soufre aussi. Mais c'est tous ces éléments que vous retrouvez dans votre alimentation et qui vous sont très utiles au quotidien. Donc, le potassium, on en retrouve notamment dans la banane, entre autres. Conduction du message nerveux et régulation du pH. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le pH? Oui. En gros, c'est l'acidité que tu as dans le sang. Et plus ton sang il est acide, déjà moins ça permet d'oxygéner tes muscles. Et ça entraîne aussi tout ce qui est maux de tête, vertige. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour ça. Après, on a le sodium, conduction du message nerveux. Ça régule aussi le volume sanguin et le liquide dans le corps. Le zinc, c'est aussi antioxydant, comme les vitamines dont on a parlé avant. Le manganèse, c'est pareil, aussi antioxydant. Après, on a le calcium. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir énormément dessus. On en parle, on a dû vous en parler depuis très jeune. Hein. On en retrouve dans tout ce qui est produits laitiers principalement. Donc pour la structure des os et la contraction musculaire. Le fer, l'oxygénation des muscles. Le fer, c'est ce qui permet de transporter l'oxygène dans votre sang. Donc une carence en fer, vous avez un apport en oxygène moindre pour vos muscles. Et le magnésium, ça permet à réduire la fatigue, ça aide à la fonction musculaire et au fonctionnement du système nerveux. Donc les vitamines et minéraux, on en retrouve partout, notamment dans les fruits et légumes, la viande, le poisson, les œufs, le blé, les légumineuses et autres. Bref, il y en a partout. Et c'est aussi pour ça que ça n'a entre guillemets pas forcément d'utilité de se mettre un focus dessus et de se dire maintenant, je sais pas, le calcium ça a un rôle dans la contraction musculaire. Je vais me faire un focus sur le calcium et je vais en manger tout le temps pour justement avoir une super contraction musculaire. En réalité, si vous mangez équilibré tout au long de l'année, en fait, tout simplement, tous vos apports, tous les minéraux et vitamines, ils vont être bons. Donc, il n'y a pas besoin de faire réellement de focus. Là où il faut plus faire un focus, c'est sur manger équilibré. Donc, manger régulièrement des fruits et des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, etc., etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire de focus. Il n'y a qu'un seul cas où vous pouvez faire un focus, c'est dans le cas où vous faites une prise de sang et que votre médecin il vous dit là il y a une vitamine où vous avez un taux plus faible, il va peut-être falloir consommer plus de tel type d'aliment. Encore une fois, par exemple, vous avez un taux faible en calcium, on va peut-être essayer d'augmenter les produits laitiers dans l'alimentation en général. Chez les femmes, il faut surtout mettre un accent aussi sur le fer. Les menstruations, ça fait forcément une perte de sang, donc une perte de fer en même temps. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent être, ça s'appelle en carence en fer. Donc, mesdames, vous pouvez consommer plus de viande rouge par exemple que les hommes ou de lentilles ou autres. C'est un paramètre sur lequel vous pouvez faire un peu plus d'attention. Donc, quelle utilité pour vous? Système nerveux, contraction musculaire, santé des os, diminution des blessures et meilleure récupération aussi. Tout à l'heure, on a parlé des 3 nutriments essentiels. L'eau n'est pas un nutriment, mais c'est un élément indispensable à votre alimentation au quotidien. Ça sert à maintenir la température du corps. Quand vous transpirez pendant l'entraînement, c'est pour justement évacuer la chaleur. Si vous ne l'évacuez pas, vous allez monter en température et vous allez avoir des maux de tête dans un premier temps et puis ça peut se transformer par un malaise ensuite. Donc ça peut être très problématique. Ça permet aussi d'éliminer les déchets. Le corps, dans toutes les réactions qu'il fait au quotidien, il produit aussi des déchets. Et donc il faut bien qu'ils soient éliminés. Et ça passe aussi par les urines. Si vous avez très peu d'urine au cours de la journée, ça peut des fois être signe d'un manque d'apport hydrique. Il faut savoir aussi que par exemple, un petit test pour savoir si on est en déshydratation ou pas, plus votre urine est foncée, plus vous êtes déshydraté, plus elle est claire, plus vous êtes hydraté.
Donc ça peut être un indicateur dans la journée. Si en milieu de journée vous voyez que vous avez une urine très foncée, vous êtes très très probablement en déshydratation. Ça sert aussi au transport des sucs gastriques. C'est tout ce qui se passe au niveau de la digestion, transport des protéines qui vont digérer les aliments que vous avez dans l'estomac. La fluidité du sang aussi, hein, un sang qui n'est pas très fluide, il va avoir aussi du mal à circuler. Et dans tout ce qui est aussi sécrétion intestinale pour l'absorption de tout ce que vous mangez. Est-ce que vous avez une idée de combien de litres d'eau il faut boire dans une journée hors entraînement? 2 litres. Ouais, 2 litres. Ouais, c'est ça. 1,5 litre de 2 litres. Je tiens à préciser que c'est 1,5 litre de 2 litres, c'est hors entraînement. C'est vraiment au cours de la journée. Donc voilà, hors sport. Ça s'adapte forcément au poids. Quelqu'un qui fait 60 kg n'aura pas forcément besoin de boire 2 litres d'eau, ce sera peut-être un petit peu moins. Mais quelqu'un par exemple qui en fait 100 aura forcément besoin d'un apport hydrique plus important. Il faut savoir que cette eau, ça n'a pas d'utilité de se réveiller le matin, prendre une bouteille de 2 litres, la remplir, s'enfiler la bouteille de 2 litres d'eau d'un coup, et après on se dit hop c'est bon, moi l'eau c'est fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des eaux meilleures que d'autres équivalents? Il n'y a pas d'eau en réalité vraiment meilleure que d'autres. Tu as des eaux qui sont plus riches en minéraux, comme on l'a vu avant. Donc ça peut être intéressant des fois de consommer dans la semaine une eau qui peut être riche en magnésium, riche en sodium, riche en calcium ou quoi. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas un impératif. Tu peux consommer de l'eau du robinet, ça fait très bien. Enfin, ça fait très bien le travail. Et si j'ai un petit conseil que je peux vous donner, par exemple, après l'entraînement, au niveau de la consommation d'eau, vous pouvez consommer de l'eau pétillante. La ceinture, ça marche très bien. En fait, l'eau pétillante, ça va permettre à désacidifier votre sang. Du coup, si vous avez mal à la tête ou quoi, ça peut être très utile. Et voilà, ça permet de retourner un niveau d'acidité sanguin normal. Ouais. Est-ce que l'eau mélangée avec un autre produit, thé, café, autre chose, ça compte? Alors tout ce qui est thé et café, ça ne compte pas. On les compte hors ces apports-là. Parce que le thé et le café, ça a un effet diurétique. Ça veut dire que ça fait aller aux toilettes. Donc en fait, toute l'eau que vous avez consommée dans votre thé ou votre café, dans 1 heure, en fait, ça va ressortir. Donc au final, ça peut, si vous aimez ça, il n'y a forcément pas de souci. Ça peut très bien être consommé. Mais on ne les compte pas dans les 1,5 litre, 2 litres d'eau. Mais 1,5 litre, 2 litres, c'est vraiment de l'eau plate, pure. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, l'infuser avec une infusion ou une tisane ou quoi, si vous aimez. Ça peut être aussi un peu de sirop dans le fond de la bouteille. Ça peut être pas mal. Ce que je vous conseille en général, c'est de prendre une gourde que vous avez avec vous toute la journée. Et puis vous la remplissez le matin. Et puis l'objectif, c'est que quand vous arrivez avant le repas, elle soit vide. Et puis après le repas, vous la re-remplissez. Et puis l'objectif, c'est avant de rentrer chez vous ou de manger le soir, hop, elle doit être vide. Et puis après le repas du soir, on remplir encore un peu pour continuer à boire. C'est beaucoup plus intéressant de boire par petite quantité, une gorgée par-ci, une gorgée par-là, qu'une énorme quantité d'un coup. Il faut savoir qu'en général, dès que vous avez une sensation de bouche sèche, vous avez déjà perdu 250 ml d'eau dans votre corps. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une perte qui est faite. Donc ça n'a pas d'intérêt d'attendre d'avoir la sensation de bouche sèche pour consommer de l'eau. Il vaut mieux en consommer au quotidien. C'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, on va passer à comment avoir une alimentation équilibrée. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà forcément vu des choses sur les réseaux, dans les magazines, peut-être dans des vidéos YouTube, etc. Beaucoup de personnes font passer l'alimentation équilibrée pour quelque chose d'archaïque. Ça veut dire que les bonbons, c'est mort, le chocolat, c'est mort, les restos, c'est mort, le McDo, c'est mort. Alors qu'en réalité, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est en se privant qu'on augmente le risque de craquage par la suite. Quelqu'un qu'on restreint pendant des semaines, de façon drastique et dure,
en général, une fois que ça s'arrête, ou que le cerveau ne suit plus parce que c'est trop dur socialement ou autre, bah après c'est un énorme craquage et ça fait que cette personne peut se retrouver au McDo tous les soirs de la semaine parce qu'en fait il y a eu trop de craquage avant et que derrière le cerveau il n'en peut plus et il a besoin aussi de se faire plaisir. Donc là on va juste aborder un peu les principes de base. C'est un peu des bouteilles lancées à la mer, c'est plein de conseils divers et variés qui peuvent vous servir au quotidien. Donc l'alimentation, la base, le premier principe qu'on apprend en cours, c'est que l'alimentation, ça sert à se faire plaisir. L'alimentation, c'est pas censé vous frustrer, vous faire vous sentir mal ou quoi. Vous êtes censé éprouver du plaisir quand vous mangez. Donc ça peut être partager un repas avec des amis, la famille ou quoi. Il faut se faire plaisir. C'est la base des bases. Et on peut très bien manger de manière équilibrée en se faisant plaisir. Il faut juste trouver sa version à soi de l'alimentation équilibrée. Donc ça rejoint le point d'après, on ne se prive pas, on apprend juste à gérer les repas plaisir. C'est savoir les placer, par exemple, je sais pas, vous préférez que le samedi soir, vous puissiez sortir avec vos amis pour manger dans un resto ou quoi. Ça peut très bien se faire. Il y a des gens au contraire qui, eux, n'ont pas forcément besoin d'un repas plaisir dans la semaine, mais qui préfèrent avoir un petit plaisir au quotidien chaque jour. Ça peut être, je sais pas, quelques grammes de bonbons par jour ou quelques gâteaux que vous adorez par jour. Ça peut dépendre de chacun et de comment il veut gérer son alimentation. Il vaut mieux adapter une alimentation équilibrée toute l'année que faire des régimes tous les 3 mois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû, ou qui connaissent peut-être quelqu'un qui fait un régime tous les 3 mois, qui se dit c'est bientôt l'été, maintenant c'est summer body, etc., diète drastique. Sauf qu'en général, la majeure partie du temps, ça dure 2 semaines, 3 semaines, ça va jusqu'à 1 mois, et au bout d'1 mois, au max, bah en fait c'est gros craquage. Et la majeure partie du temps, dans les études, ce qu'on voit, c'est que les gens perdent du poids, mais ce même poids perdu, bah derrière, ils en reprennent le double. Donc au final, ça n'a pas de réel intérêt, en fait. C'est juste vous, au contraire, au lieu de perdre du poids, si on regarde sur la durée, en fait, les personnes prennent du poids. Donc c'est plus intéressant d'avoir une alimentation équilibrée tout du long, donc de manger tous les apports que votre corps a besoin. Vous verrez que vous ne prendrez absolument pas de poids si vos apports correspondent à vos besoins. Mais à contrario, par exemple, si certaines personnes, en fonction du moment de la saison ou autre, ont besoin d'atteindre un point précis ou quoi, il peut avoir une petite baisse d'apport alimentaire. Et donc là, ça permet en fait de réduire votre poids. Je ne sais pas si c'est pour la saison estivale. Réduire des fois le poids, ça peut peut-être être nécessaire pour certains athlètes. Il suffit de diminuer légèrement ses apports. J'insiste bien sur le légèrement. Si vous diminuez de trop, ça favorisera aussi les craquages. Un petit peu, ça suffit. Réduire d'une cuillère les pâtes quand on mange, ça fait déjà un déficit tout au long de la semaine. Et donc après, ce déficit, ça va vous permettre d'atteindre votre poids recherché. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous êtes dans une période de votre saison où vous savez que vous avez besoin de prendre en masse musculaire ou autre, ça peut être aussi intéressant d'augmenter un peu vos apports alimentaires. Donc par exemple, une cuillère de pâte en plus ou de riz, ça peut très bien faire l'affaire. S'il y en a par exemple certains qui ont du mal à manger de grandes quantités, les lipides, ça peut être intéressant là-dessus. Parce que par exemple, si vous prenez tout ce qui est noix, etc., c'est petit en taille, mais c'est très énergétique. Donc en réalité, si vous avez du mal à manger, déjà, si vous prenez 5-6 noix, en fait, niveau calorique, ça va très vite au final. Et pareil, on mange aussi à sa faim et pas forcément à la faim du voisin. Des fois, on voit certaines personnes qui, parce que le voisin de droite se resserre, tiens, inconsciemment, je vais me resservir. Alors qu'en réalité, on a déjà plus faim depuis 10 minutes. Et c'est pareil aussi, si vous laissez par exemple, quand vous mangez chez vous, le plat sur la table, en réalité, votre cerveau inconsciemment va avoir plus tendance à se resservir que si, une fois que vous êtes servi, vous avez reposé la casserole ou le plat dans votre cuisine. Parce que vous n'aurez pas les aliments sous les yeux. En général, quand
on a des aliments sous les yeux, on a tendance à vouloir essayer d'avoir un peu de tout. Et c'est ce qui favorise en fait l'augmentation des apports alimentaires. C'est parce que justement vous l'avez devant vous, donc ça vous tente. En plus, vous avez fait quelque chose de super bon, vous avez adoré ce que vous avez fait, donc il y aura forcément une plus forte tendance à consommer plus. Pareil, on enchaîne sur on ne compense pas les repas plaisir, donc ça veut dire qu'on ne saute pas de repas. C'est pas parce que la veille on est allé au restaurant, on s'est fait un énorme burger avec je sais pas, toute sa famille, que le lendemain midi, non, je mange pas parce que hier je me suis fait un énorme burger. Comme ça, je compense et je prends pas de poids. En réalité, la prise de poids, elle se fait pas sur un jour ni un repas. Ça se fait sur plusieurs semaines. En général, la prise de poids, c'est sur 2 à 3 semaines. Donc si pendant 2 à 3 semaines, vous mangez des burgers tous les soirs, oui, forcément, vous allez prendre du poids. Mais si c'est une fois de temps en temps, votre corps, il s'autorégule. Votre satiété, c'est pareil. La satiété, c'est l'envie de manger. Donc ça se régule après aussi tout seul. Donc il n'y a pas besoin de sauter de repas, continuez à manger normalement. Votre corps, il fera le travail tout seul. C'est une super machine qui s'autorégule parfaitement. Après, on fait attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça n'impacte pas directement ce que vous mangez dans votre assiette, mais ça impacte votre manière de penser l'alimentation. Il y a beaucoup de personnes qui se proclament, que ce soit sur Instagram, sur divers réseaux, ou même sur certains sites internet, spécialistes de la nutrition. En général, dans certains cas en tout cas, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent parce que ce n'est pas des personnes qui ont suivi les études appropriées, qui ont peut-être des bases parce qu'elles se sont renseignées ou ils sur certains articles scientifiques, mais qui ne les ont peut-être pas forcément bien compris ou qui ne retranscrivent pas forcément l'information de la meilleure des façons, ou même des fois certains diffusent des informations qui sont totalement fausses et qui peuvent même être très très dangereuses. Il y a certains, par exemple, influenceurs sur les réseaux sociaux qui disent que voilà, avant l'été, hop, on stoppe les glucides, comme ça on est bien sec sur la plage, etc. C'est le genre de choses à ne surtout pas faire. Oui. Moi, on m'a déjà dit que le jeûne intermittent c'était bien. Et c'est bien ou pas? On en parle juste après, c'est littéralement 2 diapos après, je crois. Donc sur les réseaux sociaux, si vous voulez apprendre des choses sur l'alimentation, je vous invite à suivre des diététiciens et des diététiciennes. C'est les seules personnes diplômées d'État qui ont légalement le droit de diffuser de l'information diététique. Donc, en général, si vous regardez sur leur biographie Instagram, par exemple, il y a marqué diététicien, diététicienne. Je réponds à ta question dans 2 secondes. Je fais juste une mention spéciale. Il y a des personnes où il y a marqué nutritionniste. La majeure partie du temps, c'est des charlatans, je vous le dis. Parce que nutritionniste, c'est pas un titre diplômé par l'État. Seul diététicien, diététicienne. Nutritionniste, justement, c'est des gens qui connaissent, qui ont des bases de l'alimentation, mais qui ne sont pas diplômés. Donc il peut des fois avoir certaines coquilles qui peuvent être assez embêtantes. Oui, il y avait une question. Il y a qui comme personne à suivre? Comme personne à suivre, je t'avoue que là, comme ça, j'aurais pas de nom à te donner, mais si tu veux, à la fin, je pourrais t'en donner. Mais je pense que si tu tapes dans la barre de recherche, par exemple sur Instagram, diététicien, diététicienne, je pense que tu as une bonne liste de comptes qui va sortir. Mais si vous voulez, après, là, je ne les ai pas en tête, mais j'ai des noms de personnes diplômées qui dispensent du très bon contenu et d'une très bonne façon aussi. Un conseil qui suit, c'est manger le plus varié possible et de saison. Manger varié, ça veut dire manger un peu de tout en bonne quantité. Donc ça veut dire c'est adapter les quantités. Vous ne mangerez forcément pas autant de pâtes que vous mangerez de chips lors d'une soirée par exemple. Et manger aussi de saison. C'est important parce que les aliments que vous mangez de saison, ils ont une meilleure qualité nutritionnelle de 1, donc de meilleurs apports, c'est plus intéressant. De 2, vous faites du bien aussi à la planète. Parce que quand on ne mange pas forcément de saison, les tomates en plein hiver, c'est pas top. Et aussi manger de saison, ça fait du bien à votre porte-monnaie accessoirement. Les fruits et légumes de saison coûtent moins cher que des fruits hors saison.
Voilà. Et après, un dernier conseil, et ça c'est, je pense, très important d'un point de vue psychologique, c'est le poids ne reste qu'un chiffre sur une balance. Voilà. Il ne faut pas se mettre de pression dessus. Cependant, il y a ce conseil-là, entre guillemets, déjà il ne faut jamais se mettre de pression sur le poids, mais tant que vous êtes dans une tranche de poids qui est dite entre guillemets normale, j'aime pas vraiment le terme parce qu'il n'y a pas de normalité, mais qui est définie comme saine, ça veut dire si vous avez un IMC entre 18 et 25, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de votre poids. Moi ce que je préfère dire c'est regardez-vous dans la silhouette, regardez votre silhouette dans le miroir, et si la silhouette que vous renvoyez dans le miroir, vous l'appréciez et elle vous convient très bien, pas besoin de se prendre de tête avec le poids. Mais si par exemple, dans le cas où vous êtes au-delà de cette valeur d'IMC qui est entre 18 et 25, on dit par poids sain, dans ce cas-là, il faut penser à réduire un peu ses apports alimentaires pour rentrer dans cette tranche-là idéalement. Et donc on ne se met pas de pression, on regarde plus au visuel tant qu'on est dans une tranche de poids dit sain, entre guillemets. Oui, tu avais une question. C'était juste par rapport à l'IMC. L'IMC? Ouais. Est-ce qu'on peut la suivre vraiment? Parce que. Parfois, c'est un peu bizarre. Tu peux la suivre. Tu peux la suivre sans souci. Le calcul de l'IMC, c'est ton poids divisé par ta taille au carré. Je sais pas comment dire, mais. En centimètres ou en mètres? C'est en centimètres. Parce qu'en gros, parfois, l'IMC, ils disent des choses bizarres. C'est-à-dire? Depuis la troisième, ils me disent que je suis en obésité morbide. C'est chaud un peu. Alors après, il y a aussi des cas, entre guillemets, spéciaux. Il y a plein de cas exemples, je vais prendre. Il y a plein de rugbyman qui sont dits en surpoids, voire certains qui frôlent l'obésité, et qui ne sont pas forcément aussi en mauvaise santé. Ah, voilà. Ok? La masse musculaire joue aussi un énorme rôle. Si tu as une très forte masse musculaire, ça peut faire la différence. Ah, voilà. Maintenant, quand tu vas sur, quand même sur de l'obésité forte, il faut quand même, tu vois, il faut aussi doser un peu et se dire, bon, ça fait peut-être énormément de masse musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, parfois, on ne peut rien. Hein. Des fois, tu peux rien aussi. Il y a des gens qui ont entre guillemets une mauvaise génétique, mais par contre, c'est pas parce que quelqu'un a une mauvaise génétique qu'il ne peut rien y faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des solutions X ou Y qui sont qu'on peut trouver. Maintenant, on va voir ce que c'est une journée équilibrée. Et je vais vous présenter deux versions de journée équilibrée, et puis après, on en discute ensemble et vous me dites ce que vous en pensez. Une journée équilibrée, déjà, c'est l'ensemble de vos besoins nutritionnels qui sont comblés. Vous n'êtes pas frustré et vous avez consommé assez d'eau dans la journée. Donc, premier exemple de journée équilibrée, on a un petit déjeuner. Les horaires, on s'en fiche, hein, si vous vous levez plus tôt ou plus tard, ça peu importe. Donc, on a un petit déjeuner, on a un déjeuner, on a une collation post-effort, qui peut aussi être pré-effort, comme chacun préfère. Et après, on a le dîner. Ouais. Vas-y. Par exemple, si on prend le petit déjeuner vers 13h, 14h, c'est grave ou pas dans le. Je te présente une autre version de journée équilibrée et après on revoit. Ça marche? Regarde, deuxième exemple. Le matin, tu commences que par une collation. Un déjeuner. Ouais, une collation, ça peut être un fruit et un gâteau par exemple. Donc déjeuner. Après, collation post-effort qui peut aussi être pré-effort en fonction de chacun. Et après, le dîner. Est-ce que vous pensez que ces deux journées sont équilibrées? Qui pense que non? Qui pense que oui? Non? Moi je pense qu'il y a eu, non. Ok. Les deux journées peuvent être à la fois équilibrées et déséquilibrées. Elles peuvent être équilibrées à partir du moment où en fait vous comblez tous vos apports nutritionnels. Ça veut dire que la seule différence entre les deux, c'est la répartition des repas. Comme tu dis par exemple, imaginons tu te lèves à 13h,
bah, au lieu de peut-être commencer par un petit déjeuner, tu vas peut-être manger ton repas du midi. Et puis après, tu prendras donc une collation dans l'après-midi, ton dîner, et peut-être plus tard dans la soirée, tu pourras remanger une collation X ou Y. L'important, en fait, c'est pas tant la répartition. Vous voyez, ce qui a juste changé, c'est la répartition. C'est pas tant la répartition qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que vos apports ils sont comblés ou pas. Il y a des gens dans la journée qui mangent 6 repas par jour, mais qui comblent tous leurs apports. Et il y en a, au contraire, comme sur le jeûne intermittent, qui consomment 2 repas, mais qui comblent aussi leurs besoins. Mais il faut savoir aussi que c'est toujours mieux de bien fractionner ces repas pour avoir un apport continu dans la journée. Mais le petit déjeuner, par exemple, n'est pas forcément obligatoire. Peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas petit déjeuner, le matin, tôt, ils n'ont pas faim. Bah, ce n'est pas une obligation. On peut très bien prendre une collation à 10h et après, voilà, peut-être manger un peu plus à midi et un peu plus le soir pour combler le petit déjeuner qui n'a pas été pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On essaye aussi de manger à des heures fixes. Ouais. Je reviens sur le petit-déj. Généralement, les cas des personnes qui ne prennent pas de petit-déj et qui font qu'une collation à 10h, enfin 10h30, 11h, ils ont généralement très faim, justement, même s'ils ont fait une collation. Ouais. Est-ce que du coup, c'est pas justement privilégié de faire un petit déjeuner, pas forcément conséquent, mais d'en faire un, de faire une collation et d'ensuite manger, au lieu de limite se sentir en perte d'énergie parce que on n'a pas fait de petit-déj, donc du coup l'apport en énergie est pas assez important. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend souvent aussi des personnes. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont une manière de manger, etc. Maintenant, si ta collation, tu essayes aussi de la faire équilibrée et riche en fibres. En gros, les fibres, c'est des sucres qui servent un peu, entre guillemets, on va dire, de colle alimentaire. Donc, qui restent longtemps dans l'estomac et qui font tenir aussi la satiété longtemps. Si tu peux avoir une collation qui est bien adaptée, tu peux aussi ne pas avoir faim à 11h. Tu peux avoir faim qu'à midi, 13h par exemple. Ça dépend aussi de la collation que tu fais. Si ta collation, bah, c'est un paquet de bonbons, c'est sûr que dans 1 heure, tu vas avoir très très faim pour le coup. Et que les bonbons ne t'auront pas aussi servi dans tes apports alimentaires. Ça dépend aussi de ta collation. Tu peux prendre certaines collations qui te tiennent jusqu'à midi, 13h. Ça dépend. Il faut vraiment adapter à soi et comment on organise sa journée, ce qu'on a à faire, etc. Un petit déjeuner, ça peut être très intéressant. Si derrière vous avez cours, bah, ça peut être bien, ne serait-ce que pour la réflexion, le fonctionnement de votre corps et autres. Mais si par exemple le matin, bah, tu n'as rien de prévu et que tu prévois juste de rester chez toi, regarder une série ou quoi, c'est pas forcément nécessaire si tu n'en sens pas le besoin. Manger à des heures fixes aussi, c'est bien, ça permet au cerveau de se réguler et pas être déréglé et se dire tiens, bah, là il est 15h, je mange, mais d'habitude je mange à 13h. Et du coup après ça favorise souvent le grignotage parce qu'on se dit bah ouais, mais là il est 19h, je vais pas manger maintenant, je vais peut-être attendre un peu, bon je vais prendre de quoi grignoter. Et c'est comme ça que ça fait monter aussi votre total calorique. Un conseil, le dernier que vous avez sûrement énormément entendu, on évite le grignotage, c'est traître. Oui, c'est très très traître parce qu'on grignote rarement, entre guillemets, des choses saines et c'est souvent des produits ultra transformés et très riches en sucre, très riches en gras. Et en général, par exemple, si on prend un gâteau dans un paquet, on en mange rarement un. On va bien sur 2, 3, 4, 5 gâteaux. Et des fois, quand c'est très compulsif, ça peut aller jusqu'à tout le paquet. Donc, ça peut des fois aller très vite. Il faut savoir aussi que le sucre appelle le sucre. Quand vous mangez du sucre, votre cerveau derrière, il dit encore. Et plus vous en mangez, plus il dit encore. Et donc, c'est comme ça que certaines personnes consomment un paquet de gâteaux en 15 minutes, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Pour lutter contre ça, des fois, souvent, les petites fringales, ça peut être un manque d'apport hydrique. Donc, consommer un grand verre d'eau, des fois, vous verrez que ça peut très bien couper la faim. Des fois aussi, simplement, le fait de s'occuper, d'aller faire quelque chose. Je sais pas, vous êtes dans votre lit sur les réseaux sociaux, à, entre guillemets, rien faire. Et ben, vous pouvez vous lever, aller faire un tour, ou je sais pas, faire le ménage ou autre, j'en sais rien. Ça peut aussi couper la faim.
Et là, j'ai mis consommer une pomme, mais ça peut être très bien une poire, une orange, une banane ou autre. C'est des aliments qui sont riches en fibres et comme je l'ai dit, ça permet de tenir la satiété assez longtemps. Donc ça peut être très très intéressant d'en consommer quand il y a des petites faims comme ça. Maintenant, un repas équilibré, c'est assez simple au final. Dans les recommandations, on vous dit de prendre une assiette. Vous la divisez en deux dans un premier temps. La moitié pour les légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. En sachant que vous êtes sportif et que forcément vous faites de la musculation aussi, des fois ça peut être intéressant d'augmenter un peu les apports en protéines et forcément de l'eau. Je sais que la plupart d'entre vous mangent ici à la cantine, donc vous allez me dire oui mais c'est pas forcément évident parce qu'on ne se sert pas nous-mêmes. Vous pouvez très bien discuter aussi avec le cantinier qui est en face de vous et lui demander est-ce que là tu pourrais augmenter un peu les légumes et diminuer un peu les féculents. Je pense que si vous lui demandez, il sera totalement prêt à répondre à vos attentes. Si pas toujours, ça peut passer par la discussion et demander à quelqu'un de leur passer le message que voilà, il faut essayer de faire au maximum ce que vous leur demandez. Après, c'est en fonction de vous. C'est sûr que forcément, si vous ne leur demandez pas, vous aurez toujours des assiettes servies par quelqu'un d'autre et qui ne correspondront pas forcément à vos besoins. Donc, discutez avec les cantiniers au maximum. Je pense qu'ils peuvent essayer de répondre au maximum à ces recommandations-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'était par rapport aux heures fixes, tu disais tout à l'heure que c'était important Ouais. de respecter les horaires et tout ça. Nous, notamment sur la partie sport, et notamment athlé, quand on arrive sur une compétition, on sait très bien que, j'ai une connerie, mais genre notre compète elle est à 13h, ce qui fait qu'on sait qu'il faut qu'on mange entre 3 et 4 heures avant la compète. Mais est-ce que du coup tu privilégies, les diététiciens de façon générale privilégient de rester sur notre rythme habituel les jours précédents ou déjà de commencer à s'adapter les jours précédant la compétition? Les jours de compétition, c'est des événements à part en réalité. Je détaillerai, normalement il y a une autre intervention prochainement qui est prévue et qui est vraiment cadrée là-dessus sur préparer son entraînement et sa compétition. Mais pour répondre à ta question, c'est pas toujours une seule journée, tu vois, qui va être problématique. Tu vois, c'est comme pour les repas plaisir, si tu en manges un de temps en temps, ça va pas être problématique. Si c'est déréglé tous les jours, qu'un jour le midi tu manges à 13h, et puis que le lendemain tu manges à 16h, et puis que le jour d'avant tu manges à 10h, là c'est problématique. Tu vois, c'est quand tu fais un yoga. Si ça arrive une seule fois lors d'une compétition, c'est pas dramatique, ça pose pas de réel problème. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ouais. Avant une compète, du coup, il faut prendre des glucides. Alors là, pour le coup, je t'invite à venir à la prochaine intervention. Comme ça, je spoil pas trop ce qu'il y aura dans le contenu. Mais on en parlera vraiment en détail. Je vous donnerai des horaires, etc., des aliments à privilégier et autres. Il y aura tout plein d'informations sur toute la préparation de l'entraînement, ce que tu peux consommer pendant l'entraînement, mais aussi de la compétition, comment gérer les horaires et ce que tu manges. Entre deux épreuves, qu'est-ce que tu peux consommer, etc. Donc je t'invite à venir à la prochaine et comme ça tu auras toutes les infos. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Les grignotages, on les voit souvent plutôt en fin de journée, après le dîner. Moi par exemple, me concernant, j'ai pas de problème de grignotage la journée, mais c'est plutôt le soir après le dîner. Le soir, des fois, ça peut... Il y a plusieurs explications, soit dans ton cas ou peut-être plein d'autres personnes peuvent être un peu frustrés de leur repas d'avant, ça peut arriver, soit ils ne comblent pas assez les besoins sur le moment, soit ça peut être comme j'ai dit avant, le sucre appelle le sucre, en général on finit par un dessert, donc c'est vrai que des fois après on a envie d'un petit quelque chose d'autre en plus. Et des fois, ça peut aussi être un peu l'inactivité, entre guillemets, devant la télé, on regarde un film, physiologiquement on fait rien, ça peut des fois
creuser un peu la fin. Oui. Le BCAA est-il vraiment utile pendant les muscu, les séances de muscu? Non. Non. Pour expliquer, les BCAA, c'est un ensemble d'acides aminés. Vous savez, c'est ce qui compose les protéines. C'est un ensemble d'acides aminés qu'on retrouve sous forme de poudre. Et en réalité, c'est pas forcément utile parce que, comme je l'ai expliqué avant, votre corps il va d'abord utiliser les glucides et après les lipides. Si vous avez un taux de glucides et de lipides assez suffisant de par votre alimentation, les BCAA vont vous être inutiles, ça va juste faire un surplus d'éléments qui vont être drainés par les reins, ça peut les abîmer aussi. Donc derrière, en réalité, sur une séance de musculation, ça n'a pas d'intérêt. Là où ça peut avoir un intérêt, c'est sur des efforts très longs, type marathon, semi-marathon. Là, ça peut être bien parce qu'on est sur des efforts très longs. Et en général, au bout d'1 heure et demie, en fait, tout le stock de glucides et de lipides, il n'y en a plus. Donc le corps va les puiser dans les muscles. Et c'est vrai qu'apporter des BCAA, au lieu d'aller puiser dans les muscles, le corps il va aller puiser dans ces BCAA qu'on apporte. Mais sur une séance de musculation, ça n'a pas forcément d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas forcément? Oui. Pour revenir sur les collations pendant un effort assez long, avec le marathon, c'est quoi le minimum? Encore une fois, je sais que c'est un peu frustrant, mais j'en parle dans la prochaine intervention où je fais un énorme point dessus sur ce qui peut être consommé et quand. Ça permet de ne pas trop spoiler ce qui va arriver. Oui. La prochaine intervention. La prochaine intervention est prévue 17 avril. le 17 avril. Donc dans 3 semaines, c'est ça? Ouais, je sais. Ouais, 2 semaines, 3 semaines. Donc ce sera la prochaine intervention. Donc là, ce sera préparer l'entraînement, quoi consommer pendant, avant et là, pour les compétitions aussi. Et après, il y a encore une autre intervention normalement qui est prévue sur tout ce qui est récupération, post-effort, post-compétition, etc. Et si certains ont des questions qui leur viennent après, plus tard ou quoi, et qui veulent me les poser, j'ai ouvert un compte Insta où dessus je vais mettre plein d'idées de recettes et aussi diverses informations sur la nutrition en général. Et il y a aussi mon adresse mail si certains ont une question ou quoi. Vous pouvez me les envoyer, je les compilerai, j'y répondrai et je te les enverrai peut-être Olivier pour faire suivre à tout le monde. Oui. Le café. Le café. Faut en prendre combien au maximum par jour? Au maximum, ça dépend déjà quel café tu prends. Tu n'as pas la même teneur en caféine. Dans un expresso. Dans un Vous expresso, prenez combien au maximum par jour? idéalement, il ne faut pas dépasser 2-3. Idéalement. Mais après, ça dépend. Si tu prends un allongé, si tu prends un expresso, un ristretto, etc. Ça dépend selon les types de café. Mais ça aussi, j'en parle dans la prochaine intervention. Je fais un point dessus sur la préparation de la compétition. Est-ce que ça a un réel intérêt ou pas? Voilà. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera le 17 avril du coup. Oui, il y a une question? Ok. Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.